Basculons du côté américain pour retrouver Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, merci beaucoup d'être avec nous. Tiens, allons-y, un mot de l'automobile quand même, parce que oui, fin de la guerre commerciale hier, sifflée par Steven Mnuchin, donc on verra si l'avenir lui donne raison ou pas. Mais en tout cas, nouveau geste de Pékin aujourd'hui, alors qu'il s'inscrit toujours dans la tendance à ouvrir toujours plus les marchés chinois. C'est vrai pour les services financiers, c'est vrai pour l'automobile. Baisse des tarifs douaniers en Chine sur les importations d'automobiles. Les tarifs vont passer de 25 à 15%. Est-ce que ça concerne des constructeurs américains particuliers, ou est-ce que comme les autres, ils produisent tous sur place et exportent au final très peu de voitures vers la Chine? Oui, en fait, c'est la question à se poser. Et si on regarde dans le détail, oui, ça pourrait profiter peut-être à un constructeur, celui dont on parle tous les jours, mais c'est un constructeur qui ne construit pas en Chine, c'est Tesla. Donc pour le moment, Tesla, c'est le seul qui pourrait peut-être vraiment bénéficier en exportant des voitures. Sauf que Tesla, comme on le sait, a des problèmes à construire ses voitures. Donc là, on ne parle pas vraiment d'une façon d'améliorer le déficit commercial. Si on regarde General Motors et Ford, juste pour un chiffre, par exemple, là, pour montrer à quel point cette nouvelle est peu réelle par rapport aux chiffres de voitures produites et exportées. Ford a exporté 50 000 voitures vers la Chine l'année dernière, et un calcul a été fait pour combler ce déficit commercial. Il faudrait que les Américains exportent, alors le chiffre est absolument phénoménal, mais c'est la réalité, 400 millions de voitures. Donc tout ça, ça veut tout simplement dire que on est de nouveau au niveau de la communication. Les Chinois avaient bien préparé le terrain, parce qu'en fait, ça fait des mois qu'on savait qu'ils allaient baisser ces tarifs. Et je répète encore une fois que tout ça, c'est dans l'optique d'améliorer, je dirais, les chances que le sommet entre Trump et Kim se déroule d'une façon positive. Et on reparlera du sujet un peu plus tard. Mais pour le moment, disons, tout va pour le mieux entre les États-Unis et la Chine. Bon, on voit d'ailleurs le secteur automobile qui réagit assez peu à cette nouvelle. Je regardais effectivement la liste des constructeurs qui exportent le plus vers la Chine. BMW est en tête. Ils ont exporté moins de 200 000 voitures l'an passé vers la Chine. Donc des voitures produites en Europe, on imagine, en tout cas en dehors de Chine, exportées vers la Chine. Moins de 200 000 voitures pour BMW. C'est moins de 10% de la production totale sur un an de BMW. Donc ça reste quand même un impact relativement marginal. Le secteur automobile bien orienté, mais sans plus. On gagne 1% environ sur le secteur des constructeurs automobiles et des équipementiers automobiles cet après-midi en Europe. Grégory, ce sera l'événement pour nous tout à l'heure, d'ailleurs en Europe, peut-être pour vous aussi aux États-Unis. Mark Zuckerberg qui a finalement accepté de venir témoigner et d'être auditionné par les parlementaires européens. Ça commencera tout à l'heure. Il avait déjà présenté ses excuses devant le Congrès américain. Est-ce qu'il vient délivrer le même message texto devant les parlementaires européens, ou est-ce que non, le message peut être un peu différent, sachant que entre en vigueur dans 4 jours, fin du mois maintenant, la nouvelle réglementation générale de protection des données en Europe? Oui, enfin je pense qu'il sait très bien ce qu'il va faire. Pourquoi est-ce qu'il va parler et répondre à des questions du Parlement européen? Tout simplement parce que le Parlement européen ne peut pas légiférer dans ce domaine. Donc là, il a absolument rien à craindre. En plus, il va parler 70 minutes alors qu'il s'était exprimé plus de 10 heures devant les parlementaires américains. Donc sur ces 70 minutes, on sait à peu près qu'est-ce qu'il va faire. D'abord, il va s'excuser, il va faire un mea culpa, il va dire que sa compagnie prend toutes les mesures possibles pour préserver les données personnelles, etc. Et puis il va insister sur plusieurs sujets qui sont quand même positifs pour l'Europe. Donc les créations d'emplois. C'est vrai que Facebook va créer d'ici 2020 encore peut-être près de 10 000 emplois. Il va dire que ils emploient beaucoup d'émigrés aussi, que ils jouent un rôle social positif en Europe. Donc je dirais c'est un discours pour lui qui va
pas être si difficile et ça serait étonnant qu'on apprenne grand chose de nouveau, autant aujourd'hui devant le Parlement européen que demain quand il va, je crois que c'est demain, rencontrer Macron avec d'autres dirigeants d'entreprises technologiques. Donc une fois de plus, c'est de la communication. Elle est bienvenue parce que c'est vrai que Zuckerberg s'était très très peu exprimé avant qu'il ne parle devant les représentants américains. Mais n'oubliez pas que ça fait maintenant 6 semaines à peu près, je pense qu'il a parlé de ses représentants américains. Et pas grand-chose s'est vraiment passé, si ce n'est une chose très positive pour Facebook, c'est que le titre qui avait perdu entre 10 et 15% a récupéré absolument toute cette baisse. Un mot de Netflix qui embauche la famille Obama, Barack et sa femme Michelle, pour produire alors un certain nombre de contenus, des séries, des documentaires, pourquoi pas des films. Bon, est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que quel est le sens de cette annonce, Grégory? C'est une bonne question, je me la pose aussi. C'est-à-dire que, évidemment que c'est très bien pour Obama, il n'y a pas de problème. Ça va aussi lui permettre d'essayer de rendre ses idées peut-être, ou en tout cas de trouver un plus grand, je dirais, un plus grand impact pour ses idées. Ouais. Pour Netflix, évidemment, au niveau de la publicité, c'est excellent. Non, c'est une bonne question. Pourquoi Obama? Pourquoi pas, je dirais, le pape, pendant qu'on y est. Donc, je dirais, on peut produire sur Netflix et on peut confier des programmes un peu à tout le monde, qui sont pas des professionnels et qui ont des choses à dire. Donc, dans la question, voilà, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il va se servir de cette plateforme, de cette tribune, comme une tribune politique? Visiblement, je crois que le New York Times, je sais pas d'où ils sortent l'info, dit que non, ce sera justement pas l'objet de ce partenariat entre la famille Obama et Netflix. Bon. Oui, c'est la question. Je pense que Obama va essayer de se poser un peu comme Bill Gates, en sage, en étant quelqu'un qui essaye d'aider au développement des pays qui le nécessitent le plus, de la communication entre les peuples, de la tolérance. Donc, il va partager des idées qui sont extrêmement importantes, je dirais à la fois moralement et philosophiquement. C'est quelqu'un qui est extrêmement respecté, Obama. Il faut pas oublier, contrairement à d'autres présidents, il est encore très respecté. Donc, ça peut être le porte-parole pour des idées importantes, je dirais, et un peu attirer l'attention du public sur des thèmes qui autrement sont peut-être pas forcément les thèmes qu'on retrouve à la télévision tous les jours. Ben oui, c'est une marque, c'est une puissance de frappe, Obama. Donc avec cette association avec Netflix, je voulais qu'on dise un dernier mot, Grégoire. Alors, là, d'une acquisition, on est un peu moins dans le people, un peu moins dans la politique peut-être. On suit évidemment tout ce qui se passe autour du commerce et du e-commerce avec vous aux États-Unis, et l'éditeur de logiciels Adobe rachète une plateforme de commerce électronique, un éditeur de logiciels pour plateforme de e-commerce qui s'appelle Magento Commerce. Je crois que la société Magento n'est pas cotée, mais c'est un deal qui a attiré votre regard, Grégory. Oui, la première chose, c'est que c'est intéressant. Magento était issu de eBay et avait été vendu à une compagnie de private equity il y a 2 ans pour $200 millions. Donc cette compagnie de private equity fait une superbe affaire, $200 millions. Il y a 2 ans, ils l'ont payé et ils la revendent 1,6 milliard. Très bien. L'autre chose, c'est que évidemment, pour Adobe, le positionnement dans l'e-commerce, je dirais, devient absolument nécessaire, parce que c'est certain que quand vous pensez à e-commerce, vous associez pas forcément Adobe à ce genre d'entreprise. On pense plus à SAP, on pense plus à Salesforce dans l'infrastructure pour e-commerce sur le cloud que Adobe. Donc non, c'est quelque chose qui est assez naturel, qui est important pour eux, qui ne va pas vraiment être très visible pour l'utilisateur en général, mais qui a vraiment un sens et qui montre que en fait l'e-commerce va attirer et continue à attirer
attirer toutes les gammes de métiers, que ça soit de la distribution au software, aux relations humaines. Enfin, il y a plus rien, disons, je dirais, qui échappe à l'e-commerce. Bon, Adobe, c'est notamment tout l'environnement PDF. Voilà, c'est comme ça qu'on les connaît en tant qu'utilisateurs de ces logiciels de lecture et de mise en forme de documents. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, président de Mescart.